nous arrivons à survivre. Vous tous ceux qui envoyaient des cadeaux pour sauvegarder, vous tous qui prenez le cœur du jour, ceux qui sont membres de Markanda officiel, je vous dis merci. Vous tous qui soutenez la vérité, vous tous qui ne suivez pas le nombre, mais la vérité, je vous dis sincèrement, merci. Merci pour ce travail que vous continuez par faire. Je remercie ceux qui font des lives, ceux qui interviennent, nos modos. Hein? Je vous dis merci, merci, merci. Merci à mes amis, à ma famille, à mes enfants. Merci Senzaga Raymond, salut, merci. Merci à mes enfants et surtout merci à ma femme, Dinanda et Christelle sur TikTok. Je devais attendre demain pour faire ce live, mais j'ai vu que nous sommes dans un monde d'information et que ce dimanche-là a été tellement inondé par des émotions depuis hier nuit que je vais prendre de l'eau là. Donnez-moi une seconde, je vais prendre de l'eau. Donc, comme je le disais, cette semaine, ce week-end a été tellement inondé. Et surtout, à cause de ma sortie le vendredi soir et hier matin. Mais ma sortie hier matin, je l'ai fait exprès pour voir si les gens vont en parler. Et les gens ont broché le problème. Et avant d'évoluer, est-ce que vous savez que le laboratoire est toujours ouvert et que hier, en Bulgarie, je pense, le gouvernement de la Bulgarie, par une révolution populaire, était déchu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Êtes-vous au courant de cela? Écrivez oui. Hier. Voilà comment c'était hier. Hier, quand j'étais en live, à peine j'ai raccroché qu'un frère m'a envoyé ça. Ça, c'était la Bulgarie. Pour ceux qui connaissent la Bulgarie, c'est le peuple. Hein. Ils ont fait partie le dictateur. Vous étiez au courant? Ça, c'était la Bulgarie hier matin quand j'étais en live. Le gouvernement est tombé. Ça se passe dans les pays. Ça, c'était la Bulgarie hier. Regardez. Vous voyez comment ils sont sortis? Ils ne sont pas sortis pour danser. Ils ne sont pas sortis pour lancer des cailloux. Ils sont sortis et ont fait partie du gouvernement. Hier, quand j'étais en live. C'était hier. Tens of thousands mass in the streets of Sofia as they have done for the last few weeks and in several other Bulgarian cities. It's been a gradually growing movement driven by dissatisfaction with the government, accusations of corruption, economic grievances and a demand for new leadership. In common with similar protests in other countries, it's younger people, Gen Z, who are at the forefront with the demand for change. Voilà. United under the... Ça, c'est la génération Z, comme dans les autres pays. Ils ont demandé que le gouvernement quitte parce que le gouvernement est tellement corrompu. Le népotisme, le favoritisme, cette dictature, ils l'ont fait tomber hier. Ça, c'est en Europe.
Nous avons vu en Asie, nous avons vu la même chose en Afrique, nous avons vu en Europe, mais nous sommes distraits dans notre lutte par des gens qui nous ont infiltrés. Mais le Togolais ne veut pas ouvrir le cerveau pour juger selon les informations. Parce que le Togolais n'aime pas lire, le Togolais n'aime pas faire des recherches, le Togolais n'aime pas aller à la source. Le Togolais se fie, même nos docteurs, même les gens qui ont la licence, la maîtrise, même les avocats, ils se fient à un live, ils ne vont pas à la source pour chercher les informations. D'autres attendent la messe pour prendre des informations qui ne vérifient pas et qui propagent ça. Maman Zebra, salut. Je suis sorti ce matin pour encore rappeler aux gens ce qui va se passer dans les semaines à venir. Yves Togolais Forever Power, salut. Mon frère de sang. Hier, j'étais sorti pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare par le gouvernement de Fort et Sossimnam Nyasingbe. J'étais étonné que les gens qui sont dans la lutte n'en parlent pas. L'assise nationale. Nous allons parler de cela. L'assise nationale. Nous allons aussi essayer de traverser un accord similaire qui avait été signé en 2018. Nous allons essayer de traverser ça. Et nous allons aussi parler du Bénin. Parce que le Bénin est devenu une distraction avec des informations basées sur l'émotion, des mensonges. Mais nous allons aller à la source. Et avant de commencer, je voudrais adresser certaines choses. J'ai vu des lives qui sont sortis. J'ai vu nos frères de M106 qui sont sortis. Comme ils le disent toujours, hein, que c'était un piège qu'ils m'ont tendu. Après avoir posté une vidéo, après des lives de Ferdinand plusieurs fois, et après le live de Zaga, que j'ai joué devant tout le monde, ils disent que c'était tout juste pour voir ma réaction, qui n'ont pas abandonné la lutte, qui sont dans la lutte. Et je dis merci qu'ils n'ont pas abandonné et qu'ils continuent. Mais moi, je ne vais rien dire, c'est à vous de juger. Nous avons joué leur live, leur vidéo avait été jouée. Ce qu'ils ont dit dans le live, ils ont fait une vidéo, Zaga a fait une vidéo qu'il a postée le matin, et il a donné le temps et il a fait la même chose dans le live. Qu'il nous donne 1 mois et demi. J'ai vu des artistes, il semble qu'au Togo, quand certains artistes n'arrivent pas à leur fin, quand les artistes là périssent, je deviens leur problème. Il y a des artistes qui ont pris des noms, des artistes qui ne percent pas comme et ils pensent que je suis leur problème. Donc, je les remercie. Moi, je vais les regarder. Je pense que c'est Sissi Koma et Blessi, ou bien Sissi Balassi, ou bien Bouloussi, là, je sais pas, qui prend son temps chaque fois maintenant pour ouvrir des lives sur moi. Et du courage, ma soeur. Si ça peut, parce que je vois que quand tu m'attaques, tu joues tes sons. Si ça peut te donner des vues pour que tu puisses évoluer, à nous aller. Ben, je veux parler d'abord du coup d'État au Bénin. Le coup d'État au Bénin. La tentative de coup d'État. Vous connaissez ma position sur le coup d'État depuis le début. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce que je viens de vous montrer, Lado, salut, merci pour le cœur du jour. Ce que je viens de vous montrer sur la Bulgarie est la meilleure façon de changer un pays pour que un groupe de militaires ne vous impose pas ce qui doit se passer, même s'ils viennent prendre le pouvoir.
Je suis de ceux-là. Et j'ai toujours pensé que ce qui se passe dans les pays de l'AES est unique en Afrique. D'autant plus que depuis l'indépendance, nous avons eu dans le monde plus de 200 et quelques coups d'État et 15% des coups d'État se sont passés en Afrique et la majorité de ces coups d'État et tentatives de coups d'État se sont passés en Afrique de l'Ouest. Et depuis l'indépendance, nous n'avions pas eu la chance d'avoir une transformation profonde d'un pays à travers les coups d'État. Et c'est ça qui donne, moi, et c'est ça qui me pousse un peu en arrière pour croire à un coup d'État. Et moi, j'ai toujours pensé que même si la Constitution ouvre une porte à un coup d'État pour faire partie d'un gouvernement illégitime, moi, pour le cas du Togo, moi, j'ai toujours pensé que l'alinéa 2, le peuple dans les rues, sera toujours la meilleure façon. Et je continue pas à penser de cela. Maintenant, nous avons eu des frères et sœurs qui ont toujours et qui continuent et qui même, pas plus que hier, ont encouragé et aujourd'hui, une manière ou d'une autre, un coup d'État au Togo. Ces gens-là sont contre un coup d'État constitutionnel au Togo et prônent un coup d'État pour établir l'ordre, mais sont contre un coup d'État au Bénin. Maintenant, vous allez remarquer que quand j'étais sorti le samedi là, j'ai fait mon live, j'ai dit que tout ce que les gens disent, personne ne sait ce qui se passe. Les questions que je me suis posées avec un frère, on a échangé beaucoup. Non, pas un frère, j'ai dit, il y a trois personnes. Et avec des gens au Bénin, on s'est posé beaucoup de questions. Pourquoi il y a des bases militaires françaises au Bénin et il n'y a pas d'intervention de ces bases? Pourquoi la Côte d'Ivoire qui est là-bas n'a pas envoyé de l'aide? Pourquoi c'est le Nigeria? Pourquoi le Togo n'a pas intervenu? Et aussi, le fait que ces putschistes-là ou bien ces soldats ont demandé que le peuple sorte, qui est totalement différent des révolutions de palais. Il y avait une certaine confusion, mais il y avait aussi un souhait de changement à travers ce coup d'État, à travers les panafricains, et certains activistes qui sont sortis et qui ont présenté leurs émotions. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de lives qui donnent des informations très dangereuses et le Togolais qui n'aime pas lire, faire des recherches, écouter. D'aucuns disent que ce colonel qui a fait la déclaration à la radio ou bien qui a incité les gens à sortir est au Togo. D'autres disent qu'il est au Burkina. Aujourd'hui, dans la messe, le prêtre nous a dit qu'il est au Togo, que ce coup-là a été organisé au Togo. Écoutez, j'ai toujours dit ceci. Et c'est ça qui fait qu'on me taxe de RPT unir. Parce que moi, je suis la vérité et non pas l'émotion. Par exemple, aujourd'hui, cet artiste-là qui est déjà périmé, dit aujourd'hui que je suis payé par le RPT uni, par cette même personne qui a dit que j'ai mon argent à travers Rotary Club, que je suis dans un secte, aujourd'hui dit que je prends de l'argent que c'est RPT uni qui paie mes bills. D'accord, donc j'accepte ça. Au moins cette fois-ci, ils m'ont sorti de Rotary Club, ils m'ont sorti d'un secte. Mais ce que je vais faire, nous allons aller à la source pour écouter le général qui avait été appelé cette nuit-là, le général qui a commandé la répression au niveau du Bénin, pour voir ce qu'il pense, pour voir là où ces soldats qui ont tenté ce coup d'État-là sont. Et nous qui on avait critique parce que il y a pas que Kenyan les seigneurs depuis Kenyan on live pour Bénin Wanti samedi. Je n'en ai plus parlé. J'ai écouté beaucoup de gens
j'ai demandé qu'on m'envoie des documents, je suis allé à la source, j'ai fait beaucoup de recherches avant maintenant de venir en parler. Je ne me base pas sur des gens. Je ne me base pas sur des lives pour faire moi, ma détermination. Je ne me base pas sur les pensées des gens seulement, non. Je fais des recherches profondes. Et l'analyse que moi j'ai fait le samedi, il semble que cette analyse-là tient. Maintenant, je veux être clair. Comme je l'ai dit le samedi, jusqu'à présent, comme le gouvernement du Bénin, moi aussi, je ne comprends rien de ce qui se passe au Bénin. Je me base sur les informations qui sont données. OK? J'ai décidé de jouer une interview qui est basée sur un article dont on a parlé à l'église aujourd'hui. Et que nous tous, nous allons essayer d'écouter attentivement l'interview de la personne qui a protégé le président béninois, qui a appelé le Nigeria, la France et la Côte d'Ivoire à intervenir. Comment ils ont intervenu? Vous êtes prêts? Dites-moi oui. Et on va aller. Si vous êtes prêts, dites-moi. Nous allez. Vous êtes prêts? Voilà. Maintenant, rappelez-vous que la France contrôle le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. So far so good? Quand nous parlons de la France-Afrique, quand nous parlons de la France contrôle le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, qui sont tous impliqués dans la tentative de coup d'État au Bénin. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Voilà, si nous sommes d'accord, nous allons aller à l'interview, l'unique, je ne dis pas l'unique, l'interview précieuse dont tout le monde parle sur la toile. J'ai voulu vous jouer toutes les 14 minutes de l'interview de ce général. OK? Écoutons très bien. Colonel Thévo Edgeré, bonjour. Est-ce que vous écoutez? Alors, il y a eu une tentative de coup d'État dimanche dernier. Comment ça s'est passé? Effectivement, il y a eu tentative de coup d'État le dimanche dernier et tout a commencé à 2h10 où j'ai reçu un appel du général de corps d'armée Bertin Bada, qui est le directeur de cabinet militaire du président de la République, qui m'a alerté qu'il était attaqué à son domicile par des hommes cagoulés. Et là, je lui ai demandé la géolocalisation de sa maison pour pouvoir envoyer des renforts dans sa maison. Mais tout de suite, les choses se sont enchaînées parce que à la suite du général Bada, le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, m'a appelé également que lui aussi, il était attaqué. Alors j'ai compris tout de suite que ça, ce n'était pas un acte isolé ou de délinquant, mais que ça pourrait être une tentative d'atteinte à la sécurité d'État. Et en tant que le premier responsable de la sécurité d'État, j'ai fait alerter la garde républicaine et moi-même, je me suis porté au niveau de mon unité pour pouvoir éventuellement défendre la patrie. Et ça n'a pas raté parce que les choses se sont enchaînées telles que vous l'avez remarqué. Et après avoir kidnappé le chef d'état-major de la garde nationale, et je précise que la garde nationale est une création récente du chef de l'État pour pouvoir faire face au terrorisme que nous avons actuellement au nord du pays. Donc après avoir fait ces actes ignobles, ils ont décidé maintenant de s'attaquer aux institutions de la République, notamment à la personnalité du chef de l'État. Et au petit matin, à 5h et quelques, ils ont attaqué le domicile du chef de l'État, où, heureusement, moi-même, je m'étais déjà porté pour organiser la défense aussi bien de la résidence que du palais présidentiel. Donc, j'étais présent
au domicile du président de la République quand ils ont attaqué et la horde d'assaillants a attaqué le domicile et nous avons organisé la riposte et ils ont été surpris de la riposte et de la détermination de mes hommes et c'est cela qui les a mis en déroute. Alors, je crois que les affrontements ont été violents devant la résidence du chef de l'État. Est-ce que le président et son épouse étaient à l'intérieur de leur résidence? Oui, non seulement je vous confirme que le président et son épouse étaient présents sur les lieux, mais j'ai été agréablement surpris du courage du président de la République qui était collé à moi, en tant que chef militaire, était collé à moi pour suivre les combats malgré mon insistance à lui demander d'aller s'asseoir. Il a tenu à être à mes côtés et à suivre les opérations. Et ça, il a fait de 3h du matin où j'ai mis pied chez lui, toute la journée jusqu'au soir où les opérations ont fini. Il était tout le temps avec moi. Et ces affrontements devant cette résidence, ils ont duré combien de temps? Oui, c'était des affrontements très violents qui ont duré environ 45 minutes parce que les assaillants ont attaqué d'abord avec les engins blindés et nous aussi, nous avions nos engins blindés sur place et c'était un combat farouche. Après, ils ont débarqué et ont utilisé les différentes ruelles menant à la résidence, mais c'est sans savoir que ces ruelles-là étaient bien tenues et ils ont été mis en déroute. Donc ça a duré environ 45 minutes. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui, je ne peux pas savoir combien de morts il y a eu de leur côté. De notre côté, nous avons eu un seul mort et un blessé. Alors c'est une fois qu'ils ont été repoussés par vos hommes que ces mutins se sont dirigés vers la télévision d'État. Exact. Après avoir échoué dans leur plan de capturer ou d'éliminer le président de la République, ils tenaient quand même à dérouler le plan qu'ils avaient. Donc, ils sont allés à la télévision nationale où ils ont, dans la précipitation, fait passer ce message que vous avez vu. Et pendant qu'ils étaient en train de passer le message, nous, on est passé à la contre-attaque, à la contre-offensive. Donc, quand nous avons détruit l'un de leurs blindés, et là, c'était la débandade. Et c'est de là qu'ils ont, dans la précipitation également, abandonné l'OETB. Et nous avons, dès lors, avec le soutien, le renfort des unités voisines venant de Ouida et de Dessa Alada, nous avons repris possession de la télévision nationale et les mutins se sont ensuite retranchés sur la base de Togmen, qui est située à 10 km environ du centre-ville de Cotonou. Et alors là, c'est pendant plusieurs heures un face-à-face, non? Entre vous, les loyalistes, et eux, les mutins, sur la base militaire de Togben. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous faites appel à des amis, notamment venus du Nigeria, c'est ça? Premièrement, dès qu'ils se sont retirés dans cette base, nous avons encerclé la base. Et notre première idée, c'était de monter assaut sur la base, mais au dernier moment, vu que la base se situait en plein milieu d'agglomération et nous étions en pleine journée, il ne fallait pas créer des dommages collatéraux et nous avons décidé de ne pas aller à cet extrême. Et c'est pour cela que, en fin de journée, vers 18h, nous avons fait appel à la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, sous mandat de la CEDEAO. La partie nigériane nous a répondu favorablement et nous avons procédé plutôt par des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire les engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nouveau parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres. Donc il fallait tout de suite finir avec cela. Et quand il y a eu les frappes, déjà ceux qui étaient dans la base ont pris la clé des champs et la base était vidée. Et puis c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Alada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, combien d'avions nigérians sont intervenus ce dimanche après-midi pour neutraliser les mutins? Oui, pour neutraliser les mutins, il y a eu un avion, mais cet avion a été utilisé à plusieurs reprises. L'avion a fait plusieurs tours pour bien achever le travail et de manière efficace parce que quand le ratissage a été fait, il n'y a vraiment pas eu d'habitations environnantes qui ont été atteintes, ni de morts. Voilà. Est-ce que vous avez eu aussi le concours d'un avion d'observation français?
Tout à fait. Nous avions eu le concours d'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis, en fin de journée, de déterminer exactement les positions des mutins et qui nous a renseigné de manière précise sur leurs positions. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venu de la base de Port-Bouët à Abidjan, hein, c'est ça? Oui, je vous le confirme. Et c'était en fin de journée. Ils sont arrivés effectivement, ces forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée où ils ont concouru au ratissage. Après que l'armée nigériane a fait ses frappes et tout était terminé, ces forces spéciales nous ont aidés à faire le ratissage. Et alors, que sont devenus les mutins? Vous dites qu'ils ont pris la clé des champs, mais concrètement, ils ont pris la route du Nord, c'est ça? Je ne saurais vous dire exactement où ils sont partis, mais nous avons eu la certitude que certains se sont retrouvés au Nord parce que les deux chefs d'état-major qui avaient été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin, exactement à Tchaourou, dans la commune de Tchaourou. C'est à plusieurs centaines de kilomètres, environ 400 kilomètres de Cotonou environ. Et alors aujourd'hui, où sont-ils, notamment le lieutenant-colonel Tigri, le chef présumé de ce commando? Je ne saurais dire exactement où ils se trouvent, mais je sais qu'ils ont pris la clé des champs et les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est encore sur le territoire national? Je ne saurais vraiment le dire. Alors ce lieutenant-colonel Tigri s'est présenté comme le chef de cette tentative de coup d'État, mais est-ce que c'était vraiment le chef ou est-ce qu'il y avait au-dessus de lui un commanditaire? Je ne saurais vraiment le dire en tant que chef militaire. Moi, en tant que chef militaire, je me limite à mon rôle de commandant garde républicaine et je vais laisser les services compétents de la République faire les investigations qu'il faut et nous révéler si oui ou non il y avait des commanditaires aussi en interne qu'à l'externe. Et est-ce que ces mutins avaient des connexions avec un pays étranger? Alors, s'ils avaient des connexions avec un pays étranger, moi, je ne pourrais le dire également. Je ne pourrais pas le savoir actuellement. Vous connaissez bien le lieutenant-colonel Tigri. Est-ce que ces derniers mois ou ces dernières semaines, il y avait eu des signes annonciateurs dans son comportement? Comme vous le dites, le lieutenant-colonel Tigri, c'est un officier que je connais très bien et qui me connaît très bien. Mais j'avoue que nous n'avons pas vu cela venir et nous n'avons eu aucun signe venant de lui. Je sais qu'il est le commandant des forces spéciales de la garde nationale et jusqu'à présent, il n'a pas montré des signes qui pouvaient nous laisser le soupçonner de quoi que ce soit. Donc ça a été une surprise pour nous. Et alors depuis dimanche, on parle beaucoup de l'aide que le Nigeria vous a apportée. On parle aussi évidemment du rôle de la France. Mais est-ce que l'armée béninoise elle-même n'a pas joué un premier rôle très important dès dimanche matin? Oui, c'est important de le mentionner. Déjà que notre armée, depuis la conférence des forces vives de la nation, a décidé de se retirer dans les casernes et d'être une armée républicaine. Et nous l'avons été jusqu'à présent. Et le dimanche dernier, nous l'avons à nouveau montré. Parce que l'unité qui assure la sécurité du chef de l'État et des institutions de la République, son appellation de garde républicaine n'est pas un hasard. Dans d'autres pays, on parle de garde présidentielle. Donc, le qualificatif républicaine, c'est très important pour nous. Et nous l'avons démontré le dimanche dernier que, quoi qu'en soient les divergences qu'il y a dans le pays, l'armée reste une et indivisible. Donc, cette armée a montré à l'opinion nationale et internationale qu'elle est une armée particulière dans la sous-région et qu'elle reste républicaine. C'est pourquoi cette armée a mis en déroute les assaillants. Si elle était divisée, elle ne l'aurait pas fait. Nous avons fait le gros du travail toute la journée avant de faire appel à la coopération sous-régionale et internationale pour parachever le travail qui était si bien fait. Quand le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée-Conakry il y a 4 ans, il commandait la nouvelle force antiterroriste mise en place à l'époque par le président Alpha Condé. Est-ce que le colonel Tigri n'occupait pas plus ou moins la même position au Bénin jusqu'à dimanche dernier? Et c'est vrai qu'il y a une similitude avec le coup d'État en Guinée, c'est vrai. Les deux acteurs occupaient à peu près les mêmes fonctions, mais heureusement, les résultats n'ont pas été les mêmes. Les armées sont différentes et notre armée a montré qu'elle est différente des autres armées sous-régionales. Voilà. Il y a un certain nombre de régimes militaires aujourd'hui autour du Bénin. Est-ce que l'action de dimanche dernier a pu être inspirée par ce qui s'était passé dans ces pays sahéliens et en Guinée ces dernières années? Oui, c'est fort possible. C'est fort possible que certains militaires, vous savez, il y a des brebis galeuses partout. Donc, moi, je peux classer cet acte qu'il y a eu dimanche dernier dans un cadre d'éléments
en paix de vitesse, des gens qui se sont égarés. Peut-être soit ils regardent trop les films, soit ils voient autour de ce qui se fait et se disent qu'ils peuvent le faire également chez eux. Mais je crois qu'ils ont appris à leur dépens que tout ne se copie pas. Voilà, le Bénin est le Bénin et les autres pays, c'est les autres pays. Dernière question, mon colonel. Dans leur revendication de dimanche dernier, les mutins ont affirmé que l'armée était mal organisée face aux périls djihadistes dans le nord de votre pays et que les familles des soldats tombés au front n'étaient pas assez accompagnées et considérées. Qu'est-ce que vous répondez? Vous savez, qui veut tuer son chien ou noyer son chien, l'accuse de rage. Donc, ces revendications ne sont pas du tout fondées. Je suis une autorité militaire, je suis bien placé pour le dire. Aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous pouvez descendre sur le terrain, faire vos enquêtes. Vous comprendrez que l'armée béninoise est mieux équipée, beaucoup mieux équipée qu'elle était il y a une dizaine d'années. La preuve, la dizaine d'engins blindés que les assaillants ont utilisés pour venir attaquer la garde républicaine, ces engins ont été acquis pendant ces dernières années. Donc, nous ne possédions pas d'équipement aussi moderne par le passé. Et aujourd'hui, nous avons des camps militaires bien construits et vous pouvez venir au Bénin pour le constater. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir et des textes ont été pris récemment pour la prise en charge aussi bien des blessés pendant les opérations que les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces textes sont déjà appliqués. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est appliqué. Donc ça, c'est des justifications fallacieuses pour pouvoir justifier leur acte. Ultime question, le fait que 3 jours après, le colonel chef des mutins soit toujours en fuite et soit introuvable, ça ne vous inquiète pas? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout inquiets. Nous sommes une armée aguerrie. Et si demain, il devait le répéter, nous ferons face également. Donc vous pensez être en mesure d'arrêter le chef des mutins? Ce n'est pas mon rôle de poursuivre ou d'arrêter le chef des mutins. Il y a d'autres structures compétentes qui sont dédiées à cette tâche. C'est-à-dire? La police républicaine, les services de renseignement, c'est leur rôle. Colonel Dieudonné Djimon Tevo-Edjré, je vous remercie. Merci, M. Christophe Boisboudjé. Merci. Pourquoi j'ai tenu à vous jouer ça? Il y a encore un autre audio, mais c'est trop loin. Je dis loin, c'est trop long. 35 minutes. Je ne vais pas jouer ça. Peut-être je vais jouer ça demain. Ça, c'est encore plus récent. Pourquoi j'ai décidé de vous jouer ça? Si nous sommes ici dans cette lutte aujourd'hui, c'est que nous, les Togolais, nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux dans le sens que nous n'aimons pas lire sur la politique régionale, sur la géopolitique, la politique du monde. Et nous nous fions seulement à certaines personnes que nous prenons comme des dieux pour nous donner des informations. Vous savez, le gouvernement béninois est souverain. Et ce gouvernement, avec ce président Talon, même si tu n'aimes pas le président Talon, à cause de sa dictature, à cause de son coup d'État constitutionnel, à cause de ce qu'il a fait, qui est exactement ce que Ford a fait, qui fait que je vous fais ce live aujourd'hui. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui ne mord pas ses dents. Si il sait là où le colonel là est aujourd'hui, ils vont le dire. Vous allez voir la différence entre le Bénin et le Togo. Même si le Bénin est un pays de la France-Afrique, un pays dictatorial, un pays qui va bientôt empêcher ou bien enfermer les gens parce qu'ils parlent de la politique, parce que leur nouvelle constitution leur demande que tout le monde soit silencieux pendant 6 ans. Au moins, l'armée est sortie pour nous clarifier. Au moins, les autorités sont sorties pour nous clarifier. La question de savoir où est ce colonel, personne ne le sait. Est-ce qu'il y a des spéculations? Oui. Est-ce que c'est responsable dans cette lutte que nous faisons et cette lutte de crédibilité? La crédibilité dans toute chose est très importante. Ici aux États-Unis, quand tu fais des affaires, tu fais tout pour qu'il n'y ait pas, que tu ne manques pas de crédibilité. Parce que si tu perds ta crédibilité, aucune banque
ne va t'approcher, ou bien si tu approches n'importe quelle banque, ils vont te rejeter. Tu n'auras pas de partenaire pour travailler avec. Les gens vont toujours douter de toi. Tu vas travailler 100 fois pour retrouver ta crédibilité. C'est pour ça que moi, j'aime protéger ma crédibilité. Il y a quelque chose aussi que j'ai dit aux Togolais. Depuis que je suis dans ce business de la santé, j'ai dit aux Togolais que le business le plus surveillé aux États-Unis, c'est le business de la santé. Et tu as besoin de ta crédibilité. Et que les gens qui font plus la prison aux États-Unis, en business, c'est dans la santé. Ça s'est passé encore à Minnesota. La crédibilité. Quand tu perds ça, quel qu'en soit ce que tu fais, tu ne peux plus retrouver cette crédibilité. Il en est de même dans notre lutte. La crédibilité. Nous sautons sur des informations. Nous disons des choses parce que ça sonne bien. C'est facile. Je ne dis pas, écoutez bien, je vais être clair. Limpide comme de l'eau. Je ne sais pas si c'est Faure Gnassingbé qui a organisé le coup d'État au Bénin. Je ne sais pas si c'est l'AES qui a organisé ça. Je ne sais pas si c'est la France même qui a orchestré ça pour divertir les Béninois. Je ne sais pas si c'est Talon lui-même qui a organisé ça. Moi, là où je suis, j'ai encore beaucoup de questions. Pourquoi ces deux généraux-là ont appelé quand ils sont attaqués pour donner leur géolocalisation? Pourquoi ils ont été libérés au nord? Pourquoi le gouvernement a décidé, bon, ils ont donné une bonne raison, il y avait une population là-bas, mais la majorité des gouvernements, ils vont vous poursuivre, hein, et ils vont, quand ils ont de upper hand, ils vont vous prendre. Mais malgré que j'ai ces questions-là, est-ce que moi-même j'ai des spéculations dans ma tête? Oui, j'en ai fait. Quand il y a eu ce coup d'État, c'est pour ça que je ne suis pas sorti. J'ai fait des spéculations, j'ai fait mes conclusions dans ma tête. Mais je me suis abstenu de donner ces conclusions-là parce que je n'ai pas les preuves. Vous voyez, ce qui fait notre crédibilité est que nous ne sortons pas contre Faure et Sossimnam Gnassingbé et son régime parce que c'est une occasion de le faire. Parce que la raison pour laquelle nous ne le faisons pas, c'est que ça tue la lutte. Aujourd'hui, vous allez penser que vous êtes en train de gagner. Mais quand, encore et encore, les gens vont prouver que vous avez menti et que vous n'avez plus de crédibilité, quand il s'agira de faire sortir les gens ne vont pas vous écouter parce que vous n'allez plus avoir la crédibilité. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, si le M106 a perdu sa crédibilité, c'est parce qu'ils ne sont jamais constants. Regardez ce qu'ils ont fait hier. Après que je suis sorti et que j'ai joué leur live, ils sont venus dire que c'était un piège. Qu'ils ont réussi le 8. Écoutez, si c'est ça que vous appelez réussite, à nous aller. À nous aller. À nous aller. Nous avons aussi reçu l'information de certaines personnes, je n'ai pas vérifié, que le but de se retirer pour 1 mois et demi, c'est de revenir et de lancer une grève générale illimitée. Si ça va marcher, à nous aller. Est-ce que ça a une fois marché dans une révolution? Non. Non. Jamais. Donc nous sommes là, j'ai décidé de vous jouer cet audio-là, cette interview intégrale de ce colonel, pour que vous écoutez de la source. C'est lui qui avait été appelé. Il était avec le président béninois et sa femme. Il a organisé la défense. C'est lui qui a fait appel au Nigeria. La France a intervenu. La Côte d'Ivoire a intervenu, comme je l'avais soupçonné le dimanche là. Mais nous, quand c'est la messe, tout ce qui est dit à l'église, on ne... Vous savez, j'ai grandi en aidant mon papa à faire des sacrifices sur nos fétiches. Et chaque fois que mon papa avait un problème, il devait tuer un coq, un canard, un mouton et autres. Là, c'est moi qui tenais ça, il coupait la gorge. Et quand je suis devenu catholique,
je m'asseyais comme ça et j'étais enfant de cœur. Je regardais le prêtre prêcher. On nous donne un livre de chorale, nous lisons, nous chantons ensemble, des versets qu'on lit. Mais ce que j'avais observé, c'est que le prêtre nous disait des choses de ne pas faire, il nous interdisait des choses qu'il faisait, un. De deux, ce que j'ai observé en tant qu'enfant de cœur est que nous ouvrons ensemble le livre avec le prêtre, nous lisons. 6, nous sommes venus avec la Bible, mais nous ne faisons pas des recherches quand nous quittons. C'est-à-dire que nous suivons pour voir si la lecture est vraie. Et nous on avait confiance au prêtre d'interpréter les écrits bibliques pour nous satisfaire. Et on était toujours satisfait. Mais quand j'ai quitté très jeune l'église catholique. Et je me rappelle, dans les années 96-97, quand je devais retourner, je pense en 97, retourner encore, j'ai décidé de revenir en tant que chrétien. J'ai décidé de retourner à l'église catholique. Je me suis dit que j'avais fait un choix quand j'étais très jeune, que peut-être je n'avais rien compris. Et que si je revois la même chose, là, je vais changer. Et je suis allé. Ça n'a pas changé. Il n'y avait pas un environnement pour critiquer, il n'y avait pas un environnement pour poser des questions. Et quand je suis retourné à l'Église nationale de la Nouvelle Naissance, ce qui m'a plu, c'est les études bibliques où vous prenez des versets, vous posez des questions, vous lisez, il y a des choses qui ne vont pas bien. Je me rappelle bien que quand j'avais des questions, j'allais voir le pasteur chez lui à la maison, même s'il y avait pas, si c'était pas le dimanche, pour poser des questions. Et c'est ça qui a fait que je suis chrétien aujourd'hui. Parce que j'aime poser des questions. Quand quelque chose ne va pas, j'ai toujours l'esprit critique. Je me pose toujours les questions. Je m'en fous de la personne qui me parle. Je dois comprendre. Et si je ne comprends pas, je pose des questions. Le problème que nous avons aujourd'hui dans cette génération, c'est que, non seulement nous ne posons pas de questions, non seulement nous sommes paresseux, non seulement nous ne faisons pas de recherches, mais nous refusons aux gens de poser des questions et de faire des recherches. Nous interdisons aux gens de faire des recherches à travers nos attitudes. Nous refusons aux gens de venir nous contredire. J'ai suivi notre sœur Le Cœur et Dame de Cœur. Et j'ai ri. Je l'ai suivie cette semaine. Et j'étais fier d'ailleurs parce qu'elle avait ouvert un panel où il y avait presque 900 personnes. Vous savez ce qui s'est passé sur ce panel? Sur ce panel-là, les Togolais qui viennent avec leur degré, leurs études ne pouvaient même pas faire, qui demandent toujours des débats. Les Togolais qui venaient ici nous critiquer pour dire que nous n'aimons pas faire, nous n'aimons pas un esprit de contradiction, ne pouvaient même pas tenir dans le live de Dame de Cœur. Aujourd'hui, tous sont contre Dame de Cœur parce que elle a permis à des gens qui ne sont pas des Togolais pour venir parler d'un sujet, le franc CFA, que Dame de Cœur voulait comprendre, et les Togolais qui n'aiment pas parler de la France-Afrique, qui ne connaissent qui ne connaissent rien du franc CFA, mais qui soutiennent Sylvanus Olympio, ont voulu aller là-bas se faire peser et se sont fait ridiculiser. Ridiculiser. La même chose a presque produit dans le live d'un frère togolais aujourd'hui. Et tout le monde demandait que la personne soit descendue. Nous ne descendons pas les gens parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils raisonnent différemment comme nous. Nous descendons des gens parce qu'ils sont venus pour nous distraire, ils insultent, ou bien ils ne sont pas dans le sujet. On n'a jamais peur de discuter. On n'a jamais peur d'affronter. Jamais. De la même façon, ils se ridiculent dans les lives des Ivoiriens. C'est-à-dire que si le sujet n'est pas de Fort, où il faut crier, Fort est un assassin, Fort doit partir, les gens ne mangent pas 3 fois par jour, les gens font ceci, les gens, Fort a volé, Fort a couché avec sa belle-mère, Fort a enfermé les gens.
Nous ne connaissons rien. Nous ne lisons pas. Et nous refusons aux gens qui lisent, des gens de venir nous critiquer. Et j'ai vu des commentaires à la messe aujourd'hui. Tout le monde ne faisait qu'applaudir. Personne ne se posait de questions. Vous savez pourquoi? Parce que ça accuse fort. Ça peut être vrai. Mais est-ce que vous avez pensé que ça peut être faux aussi? Ça dit que quand la critique est de fort, vous ne pouvez jamais apporter une vérité qui contradit ça. Et voilà cette vérité que je viens de vous jouer, de la personne qui a donné les ordres ce jour-là. La personne, il a détaillé exactement comment ça s'est passé. Alors que sur Internet, des gens disaient il n'y avait pas de combat. S'il y a de combat, pourquoi il n'y a pas de vidéo? Alors que les gens disaient qu'il y a des combats. Mais c'est parce que les gens ne pouvaient pas prendre des vidéos. Alors que des gens disaient que le colonel Tigri est au Burkina Faso, c'est le Burkina qui a organisé. Alors qu'il y avait des gens ont partagé un communiqué qui disait que le Burkina a accueilli le général Tigri. À fin de compte, c'était faux. Il y avait tellement de spéculations. Et aujourd'hui, nous continuons par avoir des spéculations. Les Togolais, moi je vous dis que vous pouvez être la Hongrie aujourd'hui. Vous pouvez être le Népal aujourd'hui. Vous pouvez être Madagascar aujourd'hui. Vous pouvez être le Burkina Faso de 2014. Il suffit seulement de s'auto-éduquer, d'être conscientisé politiquement, d'être éduqué politiquement pour comprendre ce qu'on doit faire. Sinon, moi, comme je vous l'ai dit, depuis presque 2 ans, le bébé qui est né à l'hôpital CHU Tokoin, c'est la souffrance qui l'attend et ne veut même pas rentrer dans ce monde togolais. Tous les Togolais le savent. Ce qui manque, il y a une différence entre être informé et être conscient des conséquences. J'ai vu aussi à l'église aujourd'hui. Les gens disent toujours que moi j'attends que les gens fassent des lives pour que je puisse critiquer. Regardez là où on est aujourd'hui. Quand vous voyez la toile togolaise, est-ce que vous sentez que nous sommes en guerre contre un pouvoir? On vient d'apprendre. On vient d'apprendre. Que quoi? Excusez-moi. Que le gouvernement organise une assise nationale qui va regrouper les activistes. Aucun activiste n'est sorti pour dire que c'est très faux. C'est faux. Si on nous appelle, même si c'est vrai, si on nous appelle, nous n'allons pas aller. Qui va regrouper les partis politiques? Aucun parti politique n'est sorti et dit c'est faux. Nous sommes en révolution. Si on nous appelle, même nous n'irons pas. La société civile, zéro. Les clergés, zéro. Les organisations des droits de l'homme, zéro. Alors qu'en 2018, nous avons eu exactement ceci. Je vais vous lire ça. En 2018, voilà ce que nous avions eu. Donnez-moi une seconde. Voilà, je vais ouvrir ça ici pour pouvoir agrandir ça. C'est ça que je vais vous lire. Allez chercher ça. C'est la déclaration commune et signature de l'accord qu'ils ont signé en 2018. OK? Avec la réforme du système des Nations Unies pour le développement engagé à travers la résolution 112-279 du 31 mai 2018, le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable CCDD est devenu le principal instrument de planification des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies en appui aux efforts des gouvernements pour les réalisations de l'agenda 2030. Regardez, nous sommes en 2025. L'agenda 2030 avait été tracé depuis 2018 et signé. Les organisations des Nations Unies, les organisations des droits de l'homme étaient aussi associées aux partis politiques pour le faire. Je vais vous lire la fin, ceux qui ont signé.
Ceux qui ont signé, voilà les noms. Allez chercher ça. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Ça, c'est un. Donc ça, c'est pour le système des Nations Unies. Il y avait le coordinateur résident, Monsieur Aliou Mamadou Dia. Et ici, voilà qui avait signé ça. C'était pour le ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Madame Ablamba Ahwefavi Johnson. Je vais peut-être avoir le temps de vous lire tout ça là demain, parce que je dois étudier encore la lettre. Les gars, le président lui-même, il est venu avec cette croix de vin, quoi là, je ne sais pas. Nous ne sommes allés nulle part. 2018, il y a un projet de 2030. 2018 à 2025, ça fait combien? Ça fait 7 ans. On a dépassé la moitié des 12 ans. Zéro. Et c'est maintenant que vous allez encore vous réunir avec ces gens-là pour essayer de créer quelque chose. Avec cette lutte que nous faisons. Regardez. Hein? La Bulgarie, comme je l'ai dit, hier seulement. La Bulgarie. Hier, quand j'étais en live, la Bulgarie faisait une révolution populaire. Le peuple était sorti. Il n'avait pas de cailloux. Il n'y avait pas d'armes. Vous voyez ça? Il n'y avait pas d'armes. Vous voyez ça? Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de cailloux. Il n'y avait rien. L'arme la plus puissante dans le monde, c'est le peuple. Ouais. Vous voyez ça? Ouais. Slogan aimed at those in power. You angered the wrong generation. We truly hope. Ouais. Moi, je continue pas à croire en cette révolution populaire. N'attendez pas que les gens viennent vous donner des dates. Les grèves générales illimitées que les gens, si c'est vrai que les gens préparent derrière, ne marchent pas, ça ne va pas marcher. Mais, comme on le dit toujours, les Togolais, on n'a qu'à essayer. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est bien. Mais ils oublient les gâchis. Ils oublient les gens qu'ils perdent dans la lutte. Ils oublient que ça les pousse derrière. Ils oublient. Les gens ne comprennent pas. Et on n'a qu'à essayer. Si on essaie, et on ne sait pas ce qui va marcher. Écoutez, nous sommes dans un monde précis. Nous sommes dans un monde de précision. Vous pensez que le Madagascar, 2 jeunes dans la diaspora se sont réveillés, ont créé un mouvement et le lendemain, ils sont sortis dans les rues? Non, c'est un travail de longue haleine. Vous pensez que les Népalais se sont... Non, c'est un travail qui a fait une éducation basée sur la réclamation des droits, basée sur l'éducation politique. Les Burkinabés ici ne se sont pas levés seulement en 2014. Nous avons vu le travail qui a été fait en bas. Nous avons vu le témoignage de ses frères maliens, nigériens et burkinabés qui étaient à la radio, qui nous donnaient des conseils, nous les Togolais, d'éviter d'attaquer le régime ou fort. Parce que si nous attaquons le régime fort, fort va toujours gagner. D'attaquer le système va déshabiller tout le monde. Mais, écoutez, il faut jamais, jamais, jamais avoir le courage de dire la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, quand tu dis la vérité, tu es du RPT uni. Quand tu critiques quelque chose que tu vois un danger qui arrive. Regardez ce que tous nos Togolais font. Tous les Togolais se promènent sur des panneaux sans preuve. Et je ne dis pas que ce qu'ils disent ne peut pas être vrai. Hein. Non, ça peut être très vrai. Mais au moins utiliser des preuves. Leur preuve, c'est que tu ne connais pas Fort qui a assassiné son frère, sa soeur, il a emprisonné sa femme. C'est lui qui a organisé ça. Il ne veut pas que... Ça dit que des raisonnements farfelus. Voilà, vous avez écouté de la source. Même le gouvernement béninois continue les enquêtes aujourd'hui.
C'est-à-dire que nous ne voyons pas le danger que nous créons quand nous disons des choses que nous ne pouvons pas vérifier, même si ça nous avantage aujourd'hui. Nous ne voyons pas le danger. Le danger que ça court. Comment ça désengage les gens? Comment ça décourage les gens? Il y a des gens qui sont très sérieux, qui viennent nous voir, mais qui sont à l'écart, qui regardent et qui veulent voir. C'est-à-dire, on est sérieux jusqu'à quel point pour qu'ils nous aident. Moi, je vous ai dit, quand j'ai commencé ceci il y a 2 ans, même avant que je ne vienne sur TikTok, les gens m'avaient pris au sérieux parce que j'étais sérieux et sincère avec eux. Vous avez écouté Fovi Machete qui a dit que Olympio et Marc Olympio et les autres leaders des partis politiques demandent qu'on te salue, disent que tu es très bon dans tes critiques, que maintenant on va t'appeler Marc Critique. Pourquoi? Parce que je pose toujours des questions dures. Et c'est pour cela que les gens m'ont toujours pris au sérieux. Si les gens de RPT Unir, les Agbonouglan, arrivent à nous fournir des informations crédibles, c'est parce que, on ne les a pas accueillis comme ça parce qu'ils sont contre le pouvoir. Non. On les a accueillis avec attention, avec vigilance, sachant que ces gens-là peuvent nous lâcher à n'importe quel moment. Et ils sont obligés de travailler 2, 3, 4 fois pour nous prouver qu'on doit avoir confiance en eux. Et avant qu'ils ne prennent le temps de nous envoyer des informations, ils doivent comprendre que nous sommes des gens crédibles, des gens en qui ils doivent avoir confiance. Et aujourd'hui, ils savent. Aucun d'entre eux n'a eu un problème parce qu'ils nous ont envoyé des problèmes et des informations. Nous ne sommes pas des gens qui enregistrent des gens au téléphone ou bien des gens qui viennent. Non. Non. C'est pas ce que nous sommes. Moi, je vous encourage, vous les Togolais. Vous devez vous préparer parce que c'est la médecine qu'on va vous servir bientôt. On vous prépare, les activistes même vous préparent. Ils vous préparent. Les activistes même vous préparent. Ils ont déjà commencé leur live pour vous dire que nous avons essayé beaucoup de choses pendant 35 ans, ça n'a pas marché. Essayons de parler à Fort. Et il y a des gens autour de Fort à qui nous devons parler. Il faut aussi essayer ça. Depuis qu'on a essayé ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Ils ont déjà commencé. J'ai vu un live, j'ai vu 2 lives hier, j'ai encore vu un live aujourd'hui sur ça. Des gens qui se sont fait respecter dans cette lutte. Des gens qui ont subi dans cette lutte. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Vous pensez que vous pouvez négocier avec le diable? Si vous négociez avec le diable, oui, Fort va vous amnistier. Fort va vous donner des postes. Mais certains d'entre vous, vous allez payer votre vie après que vous soyez récompensés. Mais sachez que vous enterrez beaucoup d'espoir et beaucoup de gens qui seront sacrifiés. Comme ça s'est passé avec nos frères de Tigre Révolution, comme ça s'est passé avec nos frères qui étaient à Satimandia. Combien de fois nous allons trahir nos frères qui nous suivent, nos frères qui sont excités à rentrer dans cette lutte et ils viennent et après, voilà. Les gens qui ont de l'émotion et qui m'attaquent, qui ouvrent leur live, c'est des gens qui sont payés, c'est des gens qui sont rentrés temporairement, c'est des gens qui ont été convaincus. Hier, je suivais un petit frère qui s'appelle Flo, qui avait dit quelque chose de surprenant. Il dit que eux-mêmes, ils étaient dans leur live, ils sont venus les récupérer. Il dit, hey, venez, on va vous faire ceci, hey, venez dans nos lives, faites vos lives, vous allez venir. Et eux, ils n'avaient pas confiance et ils n'étaient même pas dans la lutte, mais comme on les a appelés, ils sont venus, qu'ils n'étaient même pas confortables. Voilà ce que je vous ai toujours dit. Que nous n'essayons pas de convaincre les gens de rentrer dans la lutte, mais nous éduquons les gens à prendre conscience et à décider d'eux-mêmes de rentrer dans la lutte. Nous ne faisons pas la lutte pour les gens, mais nous essayons de convaincre les gens à faire la lutte pour eux-mêmes. Togolais, mon frère, Togolaise, ma soeur, cette lutte-là, cette lutte, nous ne pouvons pas accepter que cette lutte soit monnaie.
Et nous devons exposer tous ceux qui ont monnayé cette lutte. J'ai vu dans la messe aujourd'hui où le prêtre disait, comparer la constitution malienne à, je ne sais pas si c'est la constitution béninoise. Vous voyez cette hypocrisie et cette malhonnêteté intellectuelle du prêtre. Écoutez, c'est les conséquences d'un coup d'État que vous avez toujours demandé au Togo. Quand il y a un coup d'État, l'armée impose. Et je vous ai toujours dit que ce qui se passe au Mali, au Niger et au Burkina Faso, c'est une chance pour nous en Afrique. Parce que les coups d'État, normalement, ça devient une dictature. Et souvent, c'est pire que le pouvoir qui est renversé. C'est le cas de la Guinée-Bissau. C'est le cas du Gabon. C'est le cas de la Guinée-Conakry. Quand le peuple se lève, personne n'a le pouvoir sur le peuple. Vous oubliez. Au Mali, si vous pouvez comparer la constitution du Mali à la constitution du Bénin. Plutôt, nous devons vraiment nous énerver si le Bénin, où il y a une alternance que certains demandent au Togo, et que nous comparons les changements de la constitution à un pays où il y a eu un coup d'État. Nous sommes sérieux? Nous sommes sérieux? Comment est-ce qu'on peut comparer la constitution d'un pays comme le Mali où il y a eu un coup d'État? Et dans un coup d'État, l'armée impose, l'armée dissout, l'armée fait ceci. Avec un pays où il y a eu de l'alternance, le peuple a choisi des gens pour aller protéger la constitution et ils font un coup d'État constitutionnel. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Bon, voilà. Voilà le peu que j'ai à vous dire ce soir. On va se voir demain, mais je veux que vous soyez vigilants. Soyez vigilants. Préparez-vous pour cette assise nationale qui va... Ils ont déjà négocié. Hein? C'était dans les coulisses, c'est par chance que nous avions appris de cela. Ça va rassembler les partis politiques, les activistes, la société civile, les clergés, les organisations des droits de l'homme, et le gouvernement sera dissous et réformé. Ce gouvernement est provisoire. Le gouvernement du 10 octobre est provisoire. Voilà là où nous sommes. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé monter des gens, mais ce soir, je suis un peu pris. Passez une bonne journée. Je vois, je n'ai pas... on va faire ceci demain. On va en parler demain. Passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Merci. Merci. Ce qui est grave, et ce que nous dénonçons, c'est que, en disant cela, il crée sur le plan psychologique un basculement chez les Togolais. Un basculement dans la tête chez les Togolais. Il crée une narration où le régime de Faure Gnassingbé n'est plus le régime, au fait, qui déstabilise les autres nations, les autres pays de la sous-région, mais le pays qui devient victime des forces extérieures. Oui, tout à fait. Et quand il fait ça, je vous dis que c'est extraordinaire.